Adolf Hitler est mort le 30 avril 1945, dans son bunker à Berlin. Cette phrase peut sembler évidente, et elle devrait l'être. Pourtant, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, une théorie persiste, se réinvente, se propage et trouve toujours un nouveau public. Hitler aurait survécu à la guerre. Il aurait fui et se serait réfugié en Argentine, plus exactement en Patagonie, ou bien encore dans une base secrète en Antarctique, selon d'autres versions. Et si le plus grand mensonge de la Seconde Guerre mondiale, ce n'était pas finalement la mort d'Hitler en 1945 ? Car pendant que le monde célébrait la fin du Troisième Reich, au même moment, certains étaient persuadés de l'avoir vu vivant à des milliers de kilomètres de Berlin. La réalité historique. Pour comprendre les circonstances de la mort d'Hitler, il faut d'abord saisir l'état de l'Allemagne au printemps 1945. Non pas pour dresser un tableau géopolitique abstrait, mais parce que ce contexte rend l'idée même d'une fuite organisée encore plus improbable qu'elle ne le paraît. Et pour cause, dès l'automne 1944, le Reich est attaqué sur tous les fronts simultanément. À l'Est, l'armée rouge a passé l'année précédente à traverser l'Ukraine et la Pologne et franchi les frontières du Reich lui-même le 17 octobre 1944, lorsque des éléments de la 184e division de fusiliers s'emparent de la ville de Chirvint, aujourd'hui un simple bout de territoire russe. À l'ouest, une patrouille de reconnaissance de la 5e division blindée américaine franchit la frontière entre l'Allemagne et le Luxembourg dès le 11 septembre 1944. L'Allemagne est parallèlement soumise à un bombardement stratégique d'une intensité sans précédent dans l'histoire de la guerre. Les Britanniques bombardent la nuit, les Américains le jour et les Soviétiques contribuent ponctuellement lorsque leur dispositif le permet. À la fin du conflit, plus de 1,3 million de tonnes de bombes auront été déversées sur le territoire allemand. Résultat, des villes comme Dresde, Hambourg ou Cologne sont réduites à l'état de décombre. La machine de guerre nazie, privée de carburant, de matières premières et d'infrastructures de transport, tient à peine debout. Mais surtout, l'Allemagne manque d'hommes. Les pertes s'accumulent et dès janvier 1945, l'armée allemande est totalement exsangue. Lorsque la guerre s'achève, le bilan est absolument vertigineux. Plus de 10 millions de soldats hors de combat. C'est précisément pour cette raison que les vieillards et les enfants furent enrôlés dans les dernières lignes de défense, car il n'y avait tout simplement plus personne d'autre pour défendre le Reich. En fait, il n'existait aucune stratégie susceptible de renverser le cours des événements. La défaite était inéluctable. C'était une question de semaines. Face à cet effondrement qu'il avait lui-même provoqué, Hitler ne se rendit pas. Il quitta son quartier général de Prusse orientale, la Volksschanze, et se réfugia dans le Führerbunker, un abri en béton situé à 8 mètres de profondeur sous la chancellerie du Reich à Berlin. Un espace exigu aux couloirs étroits et au plafond bas, constamment humide et mal ventilé, où l'air vicié était brassé par un générateur diesel qui ne s'arrêtait jamais. C'est là qu'il passa les dernières semaines de sa vie, ne remontant à la surface que de manière exceptionnelle. Sa dernière apparition publique eut lieu le 20 avril 1945, jour de son anniversaire, son 56e, lorsqu'il gravit péniblement les marches menant au jardin de la chancellerie pour saluer quelques délégations, dont un groupe de 20 membres des jeunesses hitlériennes. Il marmonna quelques mots, posa la main sur la joue de certains d'entre eux, puis disparut à nouveau sous la terre. Ce n'était plus l'homme que le monde avait connu. Hitler était physiquement ravagé. Ses cheveux grisonnaient rapidement, ses yeux étaient injectés de sang. Ses électrocardiogrammes révélaient un cœur au bord de la défaillance. Il souffrait de troubles gastriques et intestinaux chroniques et présentait des symptômes caractéristiques du syndrome de Parkinson, une démarche voûtée, une instabilité en marchant et un tremblement incontrôlable du bras gauche. En fait, c'est un arsenal de 28 médicaments quotidiens qui le maintenaient à peu près fonctionnel, avec pour effet secondaire une détérioration progressive de ses capacités mentales. Ses sautes d'humeur, déjà légendaires, étaient devenues extrêmes. Il alternait entre des accès de fureur, dénonçant la trahison supposée de tous ceux qui l'entouraient, que ce soit Göring, Himmler, la Wehrmacht ou bien le peuple allemand lui-même, et des phases de prostration totale, regardant les cartes de situation avec une indifférence vitrée. Il s'accrochait à des fantasmes de sauvetage de dernière minute que tout commandant rationnel aurait depuis longtemps abandonné.
Et derrière tout cela, la même pensée conspirationniste obsessionnelle qui l'animait depuis les années 1920, exacerbée par l'épuisement et la conscience que ses ennemis imaginaires avaient cédé la place à des ennemis bien réels, positionnés à quelques centaines de mètres seulement avec une artillerie lourde. Il convient d'être précis sur un point. Les biographes sérieux d'Hitler, Kershaw en tête, sont unanimes pour affirmer qu'il n'était pas atteint de maladie mentale au sens clinique du terme. Ce que nous observons, c'est quelque chose de différent et peut-être plus effrayant encore. En l'occurrence, un individu dont la psychologie profonde n'avait pas fondamentalement changé depuis les années 1920. Quoi qu'il en soit, autour de lui, le cercle se rétrécissait. Certains avaient pris la fuite pendant qu'il était encore temps, Albert Speer ou bien Heinrich Himmler. D'autres restaient par loyauté, par absence d'alternative ou parce qu'ils refusaient encore d'accepter que tout était terminé. Joseph Goebbels et Martin Bormann figuraient parmi ces derniers. La bataille de Berlin, coup de grâce final pour le régime nazi, s'ouvrit dans les premières heures du 16 avril 1945. Le maréchal Georgi Zhukov lança un barrage d'artillerie dévastateur avant de faire avancer près d'1 million d'hommes à travers les hauteurs des silos à l'est de la capitale. Simultanément, le maréchal Ivan Koniev attaquait depuis le sud avec 550 000 hommes sous son commandement. 1,5 million de soldats convergeaient sur Berlin. Malgré une résistance allemande plus tenace que beaucoup ne l'avaient anticipé, compte tenu des ressources disponibles, les défenseurs ne faisaient qu'endiguer temporairement un flux qu'ils ne pouvaient pas arrêter. Le 20 avril, des chars soviétiques étaient dans les faubourgs de Berlin. Ce 20 avril, anniversaire d'Hitler, fut d'un sinistre absolu. Traditionnellement, son état-major personnel se réunissait à minuit précis pour être les premiers à lui présenter leurs vœux. Mais Hitler avait ordonné à son valet, Heinz Linge, de les prévenir qu'il ne souhaitait pas les recevoir. Il n'y avait, dit-il simplement, rien à célébrer. L'ordre fut néanmoins ignoré, et peu avant minuit, une file de ses proches s'était formée devant sa porte. Wilhelm Burgdorf, Hermann Fegelein, Julius Schaub, Herbert Bornert, Otto Gunschö et d'autres. Eva Braun, qui était revenue à Berlin des semaines plus tôt avec la ferme intention de rester auprès de lui jusqu'à la fin, plaida en faveur de leur admission. Hitler finit par accepter. Ce qu'ils découvrirent n'était pas le tribun fougueux qu'ils avaient suivi pendant des années, mais un homme épuisé, voûté et surtout vidé. Il parcourut le couloir en serrant des mains molles, le visage inexpressif. L'atmosphère était bien plus proche d'une veillée funèbre que d'un anniversaire. Les derniers jours d'Hitler. Au cours de la semaine suivante, l'armée rouge resserra son étreinte. Les lignes de défense extérieures de Berlin s'effondrèrent les unes après les autres et les forces allemandes furent repoussées vers un réduit improvisé autour du quartier gouvernemental. Les proches d'Hitler le supplièrent de quitter Berlin pendant qu'il en était encore temps, de rejoindre le sud du pays pour y organiser la continuation du combat. Il refusa catégoriquement. La pilote d'essai Anna Reitsch, qui serait une figure du féminisme si elle n'avait pas été une nazie convaincue, atterrit à Berlin le 26 avril, posant son Fissler Storch sur une piste improvisée près de la porte de Brandebourg sous les feux soviétiques, et courut jusqu'au bunker pour lui dire que la fuite était encore possible, qu'elle pouvait le faire sortir par le même chemin. Une nouvelle fois, Hitler refusa. Il resterait à Berlin, dit-il, pour partager le sort du peuple allemand. Puis vinrent les nouvelles de la trahison supposée de ses proches. Hermann Göring, son successeur désigné depuis des années, lui envoya depuis la Bavière un télégramme maladroit lui demandant s'il devait, compte tenu de l'isolement d'Hitler à Berlin, prendre en main la direction du Reich. Hitler interpréta cela comme une tentative de coup d'État. Göring fut immédiatement déchu de tous ses titres et un ordre d'arrestation fut émis contre lui. Puis vint la révélation que Heinrich Himmler, l'architecte de l'Holocauste lui-même, cherchait à négocier une paix séparée avec les alliés occidentaux par l'intermédiaire du comte Bernadotte de Suède. C'est à ce moment qu'Hitler abandonna toute illusion de survie politique. À partir du 28 avril, ses préoccupations n'étaient plus que de mettre ses affaires en ordre. La première chose sur sa liste fut d'épouser Eva Braun. Tout au long de leur relation, Hitler avait toujours refusé le mariage, prétextant que l'Allemagne était son épouse et que son statut de célibataire le rendait plus séduisant aux yeux de l'électorat féminin.
Mais il n'y avait désormais plus ni image à soigner, ni avenir du Reich à protéger. Eva Braun avait refusé plusieurs occasions de quitter Berlin et avait clairement manifesté son intention de mourir à ses côtés. Lui accorder le statut d'épouse était un geste sans coût qui lui donnait ce qu'elle avait désiré plus que tout. C'est ainsi que peu après minuit, dans la nuit du 28 au 29 avril 1945, dans la salle de conférence du Führerbunker, un officier municipal célébra la cérémonie avec Goebbels et Bormann comme témoins. Une demi-heure environ avant la cérémonie, Hitler avait rédigé son testament. Dans la section personnelle, il évoquait sa décision d'épouser Eva Braun, saluait son choix de venir mourir à Berlin, léguait ses biens, dont sa collection d'art, dont il fantasmait encore qu'elle serait un jour exposée à Linz, au parti nazi, et nommait Bormann exécuteur testamentaire. La partie politique du testament était révélatrice. Alors que les soviétiques étaient à sa porte et que le Reich était en ruine, les obsessions d'Hitler n'avaient pas bougé d'un millimètre. Il affirmait n'avoir jamais voulu la guerre, que celle-ci avait été désirée et provoquée exclusivement par des hommes d'État d'ascendance juive ou servant des intérêts juifs, et appelait les générations futures à renouveler leur haine du judaïsme international, le bouc émissaire jusqu'à la fin. Il désigna également ses successeurs pour l'État qu'il allait laisser derrière lui, l'amiral Karl Dönitz comme président et commandant suprême des forces armées, Goebbels comme chancelier du Reich. Sur le papier, le régime nazi devait donc continuer sans lui, un optimisme proprement stupéfiant face à la réalité militaire du moment. Dans la journée du 29 avril, le chirurgien SS Ludwig Stumpfegger distribua aux volontaires des ampoules de cyanure en laiton, le bruit des combats se faisant chaque heure plus proche et plus distinct. Hitler, méfiant jusqu'au bout, refusa de se fier aux capsules sans les avoir testées. Il fit donc utiliser son chien comme cobaye. Blondie, sa chienne berger allemande, était l'être envers lequel il avait probablement manifesté le plus d'affection sincère au cours de ces dernières années, peut-être plus qu'envers n'importe quel être humain. Son dresseur, Fritz Tornow, lui força les mâchoires ouvertes et écrasa une ampoule de cyanure dans sa gueule. Elle s'effondra instantanément. Hitler entra dans la pièce quelques instants plus tard, regarda son chien mort pendant quelques secondes, ne dit rien et repartit, se cloîtrant dans sa chambre. Le lendemain, le 30 avril 1945, en début d'après-midi, des messagers épuisés arrivèrent avec les nouvelles. L'assaut final avait commencé. Les soviétiques étaient à moins de 100 mètres du bunker. Hitler fit alors ses adieux au personnel du bunker. Pas de discours, pas de gestes héroïques. Il parcourut lentement la file de ceux qui avaient consacré leur vie et leur carrière à le servir, serrant des mains en murmurant quelques mots indistincts. Un dernier repas suivit, vraisemblablement des pâtes et des légumes, conformément à ses habitudes végétariennes. L'atmosphère était étrangement domestique, selon ceux qui étaient présents. Puis vint la dernière conversation privée. Magda Goebbels, qui vouait à Hitler une dévotion d'ordre quasi religieux, savait qu'il allait mourir. Et elle aussi allait mourir, avec ses 6 enfants qu'elle avait décidé d'emmener avec elle, non pour les protéger de la vengeance soviétique, mais pour leur épargner de grandir dans un monde sans national-socialisme. Agitée et désespérée, elle obtint une dernière audience. Hitler écouta attentivement cette dernière, le suppliant de partir et de sauver ce qui pouvait encore l'être. Cependant, il l'écarta froidement et mécaniquement. Puis, il rejoignit Eva dans son bureau et ferma la porte. Ce qui s'ensuit fut un silence total, troublé seulement par le ronronnement du générateur diesel. Joseph Goebbels, Heinz Linge, Martin Bormann et Arthur Axmann attendaient dans le couloir, de plus en plus inquiets. Otto Gunsche, l'aide de camp posté devant la porte, refusait d'intervenir. Il avait reçu l'ordre de ne pas être dérangé et il n'avait jamais désobéi. Mais après 10 minutes de silence absolu, même lui dut admettre que quelque chose s'était passé. C'est Linge et Bormann qui ouvrirent la porte. Ils découvrirent 2 corps assis côte à côte sur un petit canapé. Eva Braun s'était affaissée sur la gauche d'Hitler. Une forte odeur d'amande amère, signe caractéristique du cyanure, émanait de son corps. La tête d'Hitler était penchée vers l'avant, du sang s'écoulant d'une petite blessure à la tempe droite. Sur le sol, son Walter PPK. L'heure exacte de la mort peut être fixée entre 15h30 et 15h40.
correspondant aux 10 minutes de silence. La séquence précise. Qui a absorbé le cyanure en premier, à quel moment Hitler a appuyé sur la détente, ne peut être établi avec certitude, personne n'ayant été témoin direct. Mais les faits essentiels sont clairs. Adolf Hitler et Eva Braun ont tous deux ingéré du cyanure. Hitler s'est également tiré une balle dans la tempe droite, probablement simultanément ou immédiatement après l'ingestion du poison. Les corps furent immédiatement enveloppés dans des couvertures grises de l'armée. Guntsche, assisté de plusieurs SS, souleva le corps d'Hitler et le porta à travers les couloirs du bunker jusqu'au jardin de la chancellerie, une montée d'environ 7 mètres et demi. Bormann porta le corps d'Eva Braun, qui le remit à Erich Kempka. Goebbels lui-même accompagna le convoi. Dans le jardin, l'artillerie soviétique pilonnait sans relâche, avec des obus qui s'abattaient tout autour. Leurs corps furent posés côte à côte sur une parcelle de terrain sableux, à environ 3 mètres de l'entrée du bunker. Kempka avait fait préparer 200 litres d'essence précisément pour ce moment. Le tout fut déversé sur les corps et autour d'eux. L'allumage s'avéra cependant difficile. Le vent soufflait dans le jardin de la chancellerie et les premières tentatives échouèrent, les corps imbibés d'essence tardant à prendre feu. Finalement, après plusieurs essais, probablement à l'aide de papier ou de tissus improvisés, les flammes finirent par s'élever. Les témoignages divergent sur l'identité exacte de celui qui alluma le bûcher. Mais une chose est sûre, l'ordre venait de Hitler lui-même et il devait être exécuté à tout prix. Quoi qu'il en soit, personne ne resta pour surveiller le bûcher. La porte du bunker fut immédiatement refermée et tout le monde se précipita à l'intérieur pour échapper aux obus. Plus tard dans la soirée, l'un des gardes, Hermann Karnau, sortit vérifier l'état des corps. Il affirme avoir trouvé 2 amas de cendres vaguement humains. Un autre garde, Erich Mansfeld, qui sortit vers 18h, décrit quant à lui 2 corps carbonisés et ratatinés, reconnaissables comme humains, mais impossibles à identifier comme des individus précis. Un troisième récit, celui des officiers chargés de les enterrer, Ewald Lindloff et Hans Reicher, évoque des restes brûlés et partiellement déchiquetés par des éclats d'obus, mais nettement moins réduits en cendres que ne le suggérèrent les précédents témoignages. Ces légères contradictions ne portent que sur l'état des restes et s'expliquent aisément par le fait que chaque témoin est sorti à un moment différent et a observé une zone différente du bûcher. Elles ne remettent nullement en question le fait essentiel. Les corps d'Hitler et d'Eva Braun furent incinérés dans le jardin de la chancellerie le 30 avril 1945. Antarctique ou Argentine ? Il existe énormément de théories de survie d'Hitler, mais parmi toutes ces hypothèses farfelues, la plus répandue et la plus ancrée dans l'imaginaire collectif est celle de la fuite en Argentine ou bien même en Antarctique. Elle a en effet alimenté des livres, des documentaires, des séries télévisées. La chaîne History Channel lui a même consacré 3 saisons entières sous le titre Hunting Hitler. Mais l'ouvrage qui a le plus contribué à la diffusion de cette théorie est Grey Wolf, la fuite d'Adolf Hitler, de Simon Dunstan et Gerhard Williams. Publié en 2011, il ne se contente pas d'affirmer qu'Hitler a quitté Berlin vivant. Il construit une histoire alternative complète avec ses propres personnages, ses propres lieux et ses propres dialogues reconstitués. Le livre s'ouvre sur l'affirmation suivante. Dans les derniers jours de la guerre, Martin Bormann aurait proposé au service de renseignement américain, l'Office of Strategic Services, ancêtre de la CIA, un pacte typiquement faustien. Et pour cause, en échange de la liberté d'Hitler, il offrait les trésors artistiques accumulés par l'Allemagne depuis 1000 ans, ainsi que les secrets de la technologie militaire avancée du Reich. Le problème, c'est que les auteurs ne fournissent pas un seul document vérifiable pour étayer cette affirmation. Pas une archive, pas une déclassification, rien, absolument rien. Ils demandent simplement au lecteur d'accepter cette prémisse et à partir de là, tout le reste devient possible. La route d'évasion est déjà préparée selon eux. Les refuges sont construits et le point de rendez-vous pour le sous-marin qui doit récupérer Hitler, il s'agit d'une propriété sur la péninsule de Randia, à Fuerteventura, dans les îles Canaries, la Villa Winter. Selon les auteurs, cette base aurait été délibérément maintenue à l'écart de toute utilisation pendant les opérations militaires et n'avait qu'une seule fonction, servir de maillon essentiel dans la route d'évasion depuis Berlin.
Son propriétaire et constructeur, l'ingénieur Gustav Winter, est présenté comme un agent de renseignement nazi de haut rang, responsable de la surveillance et du ravitaillement des sous-marins allemands dans la région. 3 sous-marins précis sont nommément désignés pour avoir participé à cette opération, l'U-518, l'U-880 et l'U-1235. Le livre les décrit naviguant jusqu'à Fuerteventura pour attendre Hitler, échangeant des messages codés avec la côte avant de le transporter à travers l'Atlantique jusqu'en Argentine. Mais venons-en au fait. Il faut savoir qu'il existe de véritables spécialistes qui ont consacré leur vie professionnelle à documenter l'histoire de chaque sous-marin de la Kriegsmarine, de sa mise en service jusqu'à sa destruction. Leur travail est justement consigné dans des ouvrages de référence comme U-Boat Losses During World War II d'Axel Nissel. Eh bien, que nous dit ce livre sur les 3 sous-marins nommés dans Grey Wolf ? L'U-1235 fut coulé le 15 avril 1945 au milieu de l'Atlantique Nord par les destroyers américains USS Stanton et USS Frost qui utilisèrent des grenades sous-marines. L'U-880 quant à lui fut coulé le lendemain, soit le 16 avril, par ces mêmes 2 destroyers. Enfin, l'U-518 fut coulé le 22 avril 1945 au nord-ouest des Açores par l'USS Carter et l'USS Neil Ascot. Or, l'ouvrage Grey Wolf situe l'embarquement d'Hitler à Fuerteventura dans la nuit du 28 avril 1945. Sauf qu'il y a un petit problème, car à ce moment précis, les 3 sous-marins censés attendre Hitler reposaient déjà au fond de l'Atlantique Nord depuis 6 à 13 jours. Il n'existe pas de nuances à apporter ici. Les dates de naufrage, les coordonnées, les rapports de perte, tout est documenté et archivé avec une précision militaire. Les auteurs soit ne les ont pas vérifiés, soit ont choisi de les ignorer délibérément. Mais les sous-marins ne sont que la partie la plus visible de l'iceberg. Le livre commet des erreurs qui auraient été évitées par n'importe quelle vérification élémentaire. Les auteurs affirment en effet qu'Hitler possédait un yacht appelé Seawolf. À nouveau un problème, car cette embarcation n'a jamais existé. Le navire le plus proche d'un yacht personnel d'Hitler était en fait le Grill, un aviso de représentation construit par les chantiers Blohm & Voss en 1934, dont nous connaissons parfaitement le parcours jusqu'à la fin de la guerre. Le Grill servait en Norvège, occupé comme navire quartier général stationnaire, fut saisi par les Britanniques en mai 1945, désarmé, mis en cale sèche à Hartlepool, vendu en 1946 à un entrepreneur libanais qui projetait d'en faire un casino flottant et finalement mis à la ferraille en 1951 après avoir fait naufrage au large des États-Unis. Les auteurs parlent également de l'avion personnel d'Hitler qu'ils appellent Fliegender Wolf. Sauf que là encore, cet appareil n'a pas existé sous ce nom. Hitler disposait de 2 avions principaux pendant la guerre, l'Himmelmann II, un Junker 52, et l'Himmelmann III, un Focke-Wulf 200. Ce dernier fut détruit lors d'un bombardement allié le 18 juillet 1944, soit 9 mois avant la fin de la guerre. Autre théorie édifiante, celle de la fameuse base secrète en Antarctique. Mais pour cela, faisons un retour dans le temps jusqu'en 1938, quand l'Allemagne nazie envoie une expédition officielle en Antarctique. Des avions survolent le territoire pendant des semaines, larguant des milliers de marqueurs métalliques frappés de la croix gammée. Ils baptisent la zone Neu-Schwabenland. Officiellement, l'objectif est commercial, sécuriser des terres pour la chasse à la baleine. Mais selon la théorie, c'est la façade d'un projet autrement plus ambitieux. À partir de 1942, des sous-marins allemands commencent à acheminer discrètement vers cette zone du matériel de construction, des ingénieurs et des ouvriers. Leur mission, exploiter les sources géothermiques naturelles qui existent réellement sous certaines zones de glace antarctique, pour creuser un réseau de tunnels et de salles souterraines. Un bunker ultime, invisible depuis la surface, inaccessible aux Alliés, que les initiés appellent la base 212. C'est vers cet endroit qu'Hitler aurait été conduit au printemps 1945, tandis que Berlin s'effondrait. 2 sous-marins auraient donc fait escale en Antarctique pour y déposer Hitler et une élite nazie avant de poursuivre vers Mar del Plata, en Argentine, pour se rendre officiellement aux autorités argentines. Ce détour expliquerait leur retard anormal. Mais l'élément le plus troublant reste l'opération High Jump.
En 1946, l'amiral américain Richard Byrd débarque en Antarctique avec 4700 hommes, 13 navires et un porte-avions. Officiellement, une mission scientifique. Pourquoi donc mobiliser une telle force militaire pour cartographier de la glace ? Selon les conspirationnistes, Byrd aurait déclaré à son retour avoir été attaqué par des aéronefs ennemis surgissant de sous la glace. La base 211 n'est cependant qu'une étape dans la théorie, une zone tampon, le temps qu'Hitler vieillisse, que les recherches alliées se calment et que le réseau Odessa organise son transfert vers l'Amérique du Sud. Au début des années 1950, il aurait finalement rejoint l'Argentine, plus précisément Bariloche, une ville de Patagonie germanophone, nichée au pied des Andes, qui rappelle étrangement la Bavière. Une propriété isolée revient systématiquement dans les récits, l'Estancia San Ramón. Des habitants témoignent avoir croisé un vieil homme à l'allure militaire, parlant allemand avec un accent autrichien, toujours sous escorte discrète. Alors, pourquoi ça ne tient pas ? Tout simplement parce que la citation de Byrd sur les aéronefs nazis ne provient que d'un seul journal chilien de 1947, jamais confirmé par aucun des 4700 militaires présents. Également parce que les témoignages sur Hitler à Bariloche sont tous recueillis des décennies après les faits. Enfin, parce que la base 211 n'a laissé aucune trace, pas un plan, pas une photo, pas un témoignage de constructeur dans les archives nazies, pourtant massivement saisies par les Alliés. Les vrais nazis qui ont fui. Il serait intellectuellement malhonnête de ne pas reconnaître que le thème de la fuite de criminels nazis est loin d'être un mythe. Des hauts responsables du régime ont effectivement réussi à s'échapper, à refaire leur vie sous des identités d'emprunt et à échapper à la justice pendant des décennies. Adolf Eichmann, l'un des principaux responsables logistiques de l'Holocauste, passa quelques années après la guerre à errer en Allemagne et en Autriche sous des faux noms. En 1950, il se glissa discrètement jusqu'en Italie, obtint des documents de voyage de la Croix-Rouge internationale au nom de Riccardo Clement, avec l'aide de contacts ecclésiastiques idéologiquement complaisants, et embarqua à Gênes sur un navire à destination de Buenos Aires. Une fois en Argentine, il se construisit une vie ordinaire dans la banlieue de la capitale, emploi en usine, femmes et enfants rapatriés, une simple vie de quartier. Tout cela alors qu'il était l'un des principaux bureaucrates de la solution finale. En 1960, le Mossad, le service de renseignement israélien, le kidnappa en Argentine, jugé à Jérusalem. Il fut condamné à mort et pendu en 1962, la seule condamnation à mort jamais prononcée en Israël. Joseph Mengele, le médecin des expériences de l'horreur à Auschwitz, tomba lui aussi entre les mains alliées à la fin de la guerre, mais il parvint à se faire passer pour un inconnu avec de faux papiers. En 1949, il se rendit lui aussi à Gênes sous l'alias d'Helmut Gregor, muni de documents de la Croix-Rouge et prit également la mer pour Buenos Aires. Après l'arrestation d'Eichmann, il se réfugia au Brésil, estimant que c'était plus sûr. Il mourut d'une attaque pendant qu'il se baignait sur une plage près de Sao Paulo en 1979, sans jamais avoir été jugé. Ces deux exemples sont documentés avec précision. Documents de voyage, liste de passagers, dossiers d'immigration argentin, relevés d'emploi et de résidence, mais également des témoignages de leurs entourages respectifs et, dans le cas de Mengele, un cadavre exhumé, examiné et identifié. Les partisans du mythe de la fuite d'Hitler utilisent souvent ces exemples pour suggérer qu'on ne peut pas exclure qu'Hitler ait fait de même. C'est un argument non valide. Ces cas sont en effet étayés par des preuves primaires solides et vérifiables. Dans le cas d'Hitler, toutes ces preuves disponibles, et elles sont considérables, pointent dans une direction unique et opposée. Les restes d'Hitler. Lorsque l'armée rouge s'empara de la chancellerie du Reich, Staline avait donné un ordre clair. Il voulait le corps d'Hitler. C'était pour lui le trophée ultime de la guerre. Des agents du Smerch, les services de contre-espionnage soviétiques, commencèrent à examiner chaque reste humain trouvé sur les lieux, avec un soin minutieux. Tout ce qui pouvait de près ou de loin être associé à Hitler ou à son proche entourage était prélevé, nettoyé et photographié. Les survivants du bunker, interrogés sous la menace de représailles, confirmaient ou infirmaient l'identité de chaque élément. Le 4 mai 1945, les fouilles atteignirent un cratère d'obus à proximité de l'entrée du bunker.
Les agents y découvrirent 2 masses de chair carbonisée vaguement humanoïdes, ainsi que les restes d'un chien. La grande majorité des restes étaient indistincts. Mais par un concours de circonstances exceptionnelles, une section de mâchoire et de dents avait survécu. Cette découverte était capitale. L'hygiène bucco-dentaire d'Hitler était notamment défaillante et son état dentaire, particulièrement complexe, constituait une signature quasi unique, un mélange spécifique d'obturation, de dents artificielles, de bridges et de couronnes dont la configuration était connue avec précision. Kathi Hausermann, l'assistante dentaire d'Hitler, et Fritz Eichmann, son technicien dentaire, furent convoqués pour examiner les restes. Ce sont eux qui les identifièrent formellement comme appartenant à Hitler. Leur déclaration concordait parfaitement avec 2 autres sources indépendantes, des radiographies dentaires prises après l'attentat manqué de juillet 1944 et les descriptions détaillées ainsi que les schémas de la dentition d'Hitler qui les avaient fournis aux enquêteurs soviétiques avant même d'avoir vu les restes. En comparant la radiographie de 1944 avec le fragment de mâchoire récupéré, on constate une correspondance parfaite. Presque toute la dentition est artificielle, avec un large bridge métallique à droite, 4 incisives naturelles en bas à l'avant et une forêt de couronnes et de traitements de racines disposés exactement comme décrit dans les notes d'Hausermann. Dans les années 1970, 2 odontologistes légistes, Rieder Sognaes et Ferdinand Strom, examinèrent l'ensemble des mêmes pièces et publièrent leurs conclusions dans un article scientifique intitulé « The Odontological Identification of Adolf Hitler ». Leur conclusion, les preuves dentaires établissent de manière définitive qu'Hitler est bien mort et que les soviétiques ont bien récupéré et autopsié le bon corps. Plus récemment encore, en 2018, une équipe française dirigée par le professeur Philippe Charlier obtint un accès exceptionnel aux restes conservés à Moscou. Leur étude, publiée dans une revue scientifique spécialisée, confirme que les services de renseignement russes leur ont accordé un accès complet aux restes et que l'analyse indépendante fournit des éléments suffisants pour une identification définitive d'Adolf Hitler. Au fil des années, une section de crâne fut également découverte. Ordonnée par Staline en 1946, des fragments de crâne calcinés furent retrouvés dans le sol du jardin, environ 10 cm sur 10, avec un orifice ressemblant à une blessure de sortie de projectile, ce qui est cohérent avec un tir à l'arme de poing. Ces fragments furent transférés à Moscou et gardés secrets pendant des décennies. Ils furent mentionnés par accident en 1968 dans un livre du journaliste soviétique Lev Bezimensky, puis confirmés par un archiviste russe en 1993 et montrés enfin au public pour la première fois en 2000 lors d'une exposition commémorative à Moscou. En 2009, Nick Bellantoni obtint l'autorisation de prélever un échantillon d'ADN sur ce fragment de crâne. Le résultat fut surprenant. Il s'agissait d'une femme âgée entre 20 et 40 ans. Pas le crâne d'Hitler donc, mais peut-être celui d'Eva Braun, qui avait 33 ans à sa mort. Ça pourrait être logique, sauf qu'aucun des témoins de l'époque n'ont mentionné une blessure par balle à la tête d'Eva Braun, dont il est établi qu'elle mourut par empoisonnement au cyanure. Quelle que soit l'origine exacte de ce fragment, il ne remet pas en question l'identification globale d'Hitler, qui repose sur les éléments dentaires, cela entièrement cohérent, vérifié par plusieurs expertises indépendantes sur plusieurs décennies. Il existe un document soviétique qui éclaire la suite de l'histoire des restes d'Hitler. En 1969, Yuri Andropov, alors directeur du KGB et futur premier secrétaire du PCUS, adressa une note classifiée à Léonid Brejnev, lui exposant un problème délicat. Après leur identification initiale, les restes d'Hitler avaient été enterrés dans une tombe anonyme dans la cour d'une caserne soviétique à Magdeburg, en Allemagne de l'Est. Ils y étaient restés pendant un quart de siècle. Or, la caserne allait être remise aux forces armées de la RDA. Andropov, qui connaissait l'existence et l'emplacement de cette tombe, craignait qu'un néo-nazi, dont il estimait qu'il en restait beaucoup en RDA, qui se taisait simplement par prudence, ne découvre par hasard que ces restes étaient là, les déterra et les transforma en reliques sacrées pour le national-socialisme survivant. Ce risque était inacceptable.
La solution était simple, détruire les restes. Brejnev approuva. En avril 1970, une équipe du KGB exhuma discrètement la caisse contenant les os, les incinéra dans un feu de plein air, écrasa les restes en cendres et les déversa dans une rivière voisine. Le rapport joint à la note d'Andropov précise que 2 éléments furent conservés, un fragment de crâne et la mâchoire avec ses dents. Ces 2 éléments resteraient à Moscou comme preuve d'identité. Ce document ne fut jamais destiné à être rendu public. Il ne le devint qu'après la chute de l'URSS, lorsque les archives du Kremlin furent brièvement ouvertes. Sa logique interne était parfaitement cohérente. Elle ne vise pas à prouver quoi que ce soit à l'Occident. Elle documente une décision administrative d'ordre sécuritaire prise pour des raisons intérieures. Les preuves complémentaires. L'une des preuves les plus simples et les plus sous-estimées est l'annonce officielle de la mort d'Hitler par le gouvernement allemand lui-même, pas sous forme d'allusion, mais totalement explicite et publique. En effet, le 1er mai 1945, la radio du Reich diffusa le message suivant. Du quartier général du Führer, il est rapporté que notre Führer, Adolf Hitler, est tombé cet après-midi à son poste de commandement de la chancellerie du Reich, jusqu'à son dernier souffle dans la lutte contre le bolchevisme. Puis l'amiral Dönitz prit lui-même le micro. Adolf Hitler est mort. Le peuple allemand s'incline dans le deuil et le respect les plus profonds. On pourrait objecter qu'il s'agit d'une communication publique pouvant servir de couverture, mais dans les documents privés, ceux qui n'étaient jamais destinés à être rendus publics, les journaux de guerre, les dépêches internes, la mort d'Hitler, est également confirmée sans ambiguïté. L'attitude des soviétiques mérite une explication particulière, car elle peut prêter à confusion. À partir du mois de juin 1945, Staline fit des déclarations publiques suggérant qu'Hitler était peut-être encore en vie. Au cours de la conférence de Potsdam en juillet, il répéta ces insinuations. Le maréchal Zhukov tint une conférence de presse affirmant que le corps d'Hitler n'avait pas été retrouvé et qu'il aurait pu fuir Berlin en avion. Ces déclarations étaient délibérément mensongères. Dans les coulisses, le Smerch avait déjà trouvé et identifié les restes. Les soviétiques avaient simplement choisi de ne pas en informer le monde. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un mystère autour de la mort d'Hitler l'empêchait de devenir un martyr aux yeux des nostalgiques du régime. Mais également parce que le fait d'être les seuls à détenir la vérité, quelle qu'elle soit ce jour-là, conférait au bloc soviétique un levier de pouvoir symbolique. Tout cela est admis dans les documents privés soviétiques de la période. Entre 1953 et 1956, un tribunal de Berchtesgaden, district de la dernière adresse enregistrée d'Hitler en Bavière, se consacra à une question simple mais nécessaire d'un point de vue juridique. Adolf Hitler est-il mort ? Si oui, quand et comment ? Tant que cette question n'était pas tranchée légalement, sa succession restait ouverte, ses éventuelles réclamations d'ordre civil non résolues et son statut juridique indéfini. Le tribunal convoqua tous les témoins encore disponibles, les survivants du bunker qui venaient de rentrer des camps soviétiques, Linge, Gunche, Mangold, ceux qui avaient été en captivité occidentale, Kemka, Axmann, Traudel, Junge, ainsi qu'Anne Reich, les dentistes d'Hitler et d'autres encore. Il examina l'ensemble de la documentation alliée et soviétique filtrée, les journaux de guerre, les testaments et la totalité de la chaîne documentaire que nous avons décrite. Le 25 octobre 1956, le juge Henrik Stephanus rendit son verdict. Adolf Hitler était mort. Il était décédé le 30 avril 1945, vers 15h, dans le bunker de la chancellerie du Reich, d'un tir à l'arme à feu dans la tempe droite, écartant explicitement et formellement toute hypothèse de survie. Au final, rien ne permet vraiment de remettre la mort d'Hitler en question. Et si le mythe inverse persiste, ce n'est pas parce que les faits sont douteux, c'est parce que l'imaginaire est plus fort que la raison et que certains auteurs savent tout simplement en tirer profit. Avant de se quitter, une dernière anecdote. Après la guerre, 2 des survivants les plus proches du bunker, Otto Gunche, l'aide de camp personnel d'Hitler, et Heinz Linge, son valet, furent capturés par les soviétiques et emmenés en URSS. Staline, au lieu de les juger ou de les exécuter, leur confia une mission étrange, rédiger un rapport exhaustif et secret sur chaque aspect de la vie d'Hitler, ses habitudes, sa personnalité, ses routines quotidiennes, ses relations, ainsi que ses derniers jours.
un document que Staline garda pour son usage personnel exclusif. Ce texte connu sous le nom de Das Buch Hitler, en français le livre sur Hitler, resta classifié pendant des décennies, inconnu du grand public. Il ne fut publié qu'en 2005, soit 60 ans après les faits. L'ironie est totale. L'homme qui déclarait publiquement douter de la mort d'Hitler avait dans le même temps fait rédiger en secret par ses proches collaborateurs la biographie la plus intime qui exista de lui. Une conclusion qui illustre bien le paradoxe soviétique autour de cette mort, tout savoir mais ne rien dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris certaines choses. Avant de se quitter pour de bon, une petite parenthèse. J'ai sorti mon premier e-book et il est enfin disponible. Cette fois, rien à voir avec Hitler ou les guerres. Il s'agit d'un livre rempli d'anecdotes historiques fascinantes sur l'hygiène, la saleté et les habitudes parfois incroyables du passé. Le lien est en description ainsi que le QR code pour le télécharger. Bonne lecture et à très bientôt.